Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière de nos membres. Je t'encourage à nous découvrir sur notre site designclub.global. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Enfin, si tu apprécies notre démarche et ce podcast, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et t'abonner à l'émission pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. L'expérience podcast est incroyable et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Catel Levieille, HR designer et formatrice en design des organisations, notamment au sein de l'école de design de Nantes. Catel, bonjour. Bonjour Paul. Eh ben écoute, c'est un plaisir de te recevoir dans le podcast. Aujourd'hui, on va discuter de plein de sujets hyper importants qu'on n'a jamais abordés dans le podcast. J'aime beaucoup parler de management, j'aime beaucoup parler de design, mais je dirais que c'est souvent deux choses qu'on mixe pas trop, entre guillemets. Et là, en fait, aujourd'hui, on va parler donc de design des organisations et donc aussi de manager et diriger grâce au design. Et donc voilà, donc on va réussir à faire le lien grâce à toi. Et puis on va parler donc de la formation que tu animes en France, mais aussi à l'international. Et puis concrètement comprendre tout ce que cela veut dire. Et surtout que je pense vraiment que c'est un manque total dans toutes les organisations, que la pensée design n'y soit pas présente. Donc, on va faire le maximum pour que tout le monde puisse pousser ça et ça passera par ce podcast. Ça te va ? Eh ben, c'est parfait. Parfait. Allez, super. Et écoute, la première question que j'aime poser à mes invités, tu la connais peut-être, c'est à quel moment tu découvres le design dans ta vie ? Eh bien, écoute, je le découvre assez tard. Alors, je l'ai découvert il y a 5 ans, exactement. Comme moi. Ah bah, voilà. Parfait. Je l'ai découvert il y a 5 ans. Je savais pas du tout ce que c'était et je l'ai découvert un petit peu par hasard ou plutôt grâce à une rencontre que j'ai faite. C'était pendant la période du Covid et post-Covid. C'était une période où tout se faisait évidemment à distance et en visio. Et c'était aussi une période où je réfléchissais beaucoup à la manière dont je voulais travailler au niveau des ressources humaines. J'avais perdu un petit peu de sens en fait par rapport à ce que je faisais et je me renseignais sur différentes autres manières de travailler, notamment au Québec. Je trouvais qu'ils avaient pas mal d'avance sur nous sur certains sujets en RH et c'est là-bas que j'ai rencontré la personne qui m'a parlé la première fois du design et qui a commencé à m'initier en fait au design. Mais qui est-elle ? Qui est cette personne ? C'est le suspense. Eh bien, c'est Laurent Simon. Laurent Simon, c'est le directeur du pôle de la créativité et de l'innovation à HEC Montréal. Je l'ai rencontré parce que je m'y étais formée 3-4 mois avant en intelligence émotionnelle. Et on m'avait parlé de ce professeur-là, j'étais rentrée en contact avec lui. Et il s'avère qu'à ce moment-là, il travaillait depuis pas mal de temps avec les équipes d'Ubisoft Montréal. Et sur un défi de croissance qu'avait Ubisoft à ce moment-là et qui était très en lien avec les compétences et puis le domaine des ressources humaines. Et il les accompagnait à travers tout un programme de formation avec le design. Donc c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de cette discipline. Ok, très clair. Et donc raconte-nous un petit peu quel a été ton chemin jusqu'à aujourd'hui, donc de la découverte du design jusqu'à aujourd'hui, la
le fait que tu animes une formation sur le design des organisations. Est-ce que tu peux un peu me dire quel a été ton chemin? Parce que on s'est rencontrés à différents moments de ce chemin. Il a évolué et j'aimerais, de façon hyper intéressante, et j'aimerais pouvoir l'expliquer aux gens qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se touchent. On a tous eu des moments où on se pose des questions sur ce qu'on fait, notre job, etc. Et je pense que la quête que tu as menée, elle peut être super intéressante pour les gens qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que ça a été vraiment un chemin. Ma rencontre en fait avec Laurent Simon s'est faite en 2021, fin 2021. Et à ce moment-là, je savais pas du tout, mais alors absolument pas du tout, où ça allait me mener. Et ce que j'allais pouvoir faire de ça, la seule chose, en fait, la seule idée que j'avais, c'était de me dire que le design en tant que discipline et le fait de pouvoir co-créer des solutions à partir des besoins des gens pour qui on crée les solutions était hyper pertinent, en tout cas pour le domaine des ressources humaines. Donc ça a été ça a été vraiment une révélation pour moi. Et d'autant plus que moi, j'ai tout de suite aussi vu cette discipline à travers le prisme des compétences. Ça a toujours été, moi, mon appétence particulière, le domaine, en fait, que j'aimais particulièrement dans les ressources humaines, et notamment tout ce qui était soft skills. Alors soft skills, pas juste les soft skills pour faire beau, parce qu'on se dit que sur un CV ou au moment d'un recrutement, c'est intéressant d'en parler, mais ce que j'appelle les compétences humaines et sociales, et on va vraiment plus loin, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était tout ce qui était en lien avec le courage, la résilience, la capacité d'adaptation, l'agilité, etc. Et c'était des compétences que j'avais vraiment envie de développer déjà à ce moment-là beaucoup plus dans les organisations, et de savoir aussi comment faire pour les développer, parce que pour moi, des compétences comme ça et ce que on va dire des human skills, ça s'apprend pas, ça se pratique et ça se vit. Et j'avais vraiment envie, c'était vraiment ma quête aussi à ce moment-là, au moment où j'ai rencontré le design. Et puis, je me suis rendu compte que les designers, ils avaient pas mal de ces compétences-là, de ces human skills-là. Et moi, ça a été vraiment quelque chose d'hyper important pour moi à l'époque. Et c'est pour ça que le design, déjà, je l'ai vu par le prisme de ces compétences-là que les designers avaient. Et je me suis tout de suite demandé de quelle manière, en fait, ça pouvait être, entre guillemets, transférable, ou en tout cas, ça pouvait aider les autres à eux-mêmes les développer, et de quelle manière, en fait, les designers en avaient conscience de ce super pouvoir et de cette capacité, en fait, humaine à appréhender les choses, à voir la vie, à voir le monde d'une manière vraiment différente et avec une logique de pensée vraiment différente. Donc ça a vraiment été le point de départ important de ce cheminement-là, déjà. Et je tenais vraiment à le repréciser. Et donc ensuite, t'avances dans ce chemin, et tu te rends compte que peut-être que dans la façon dont les managers évoluent, la façon dont les organisations évoluent, peut-être que la pensée design n'y est pas, ou trop peu. Et c'est comme ça que naît cette formation. Ouais, c'est ça. Alors, donc en effet, mon cheminement a continué comme ça. Donc, pendant toutes ces réflexions-là, donc moi, à ce moment-là, donc en 2021-2022, j'intervenais auprès des masters RH. Donc voilà, j'étais pas du tout dans les écoles de design, donc j'étais vraiment au niveau des masters RH. Donc déjà, je commençais en fait à leur enseigner le recrutement, la gestion des talents, avec le design thinking, parce que finalement au début c'était ça, c'était un petit peu cette méthodologie-là aussi que je connaissais, sur laquelle je m'étais formée, et j'essayais d'inclure ça, en tout cas dans les programmes de certaines formations RH dans lesquelles j'étais, dans lesquelles j'enseignais. Donc j'ai commencé un peu comme ça. Et puis ça me permettait aussi de vulgariser un peu les choses, parce que le design, c'était pas ma formation de base, et j'avais besoin de comprendre exactement ce que c'était que cette discipline. Voilà.
pour pouvoir ensuite savoir comment je voulais l'utiliser et voilà, comment je voulais l'intégrer à autre chose. Il fallait vraiment que je comprenne. Donc, je suis rentrée dans des associations de designers, notamment chez Women in Design. Voilà, ça a été aussi une étape clé importante, cette association-là, pour moi, parce que j'ai rencontré des designers, j'allais les interviewer. J'animais des tables rondes avec des designers. Je me souviens notamment de Morgane Peng, qui est à la Société Générale j'avais adoré en fait la rencontre avec elle. Et puis elle parlait aussi beaucoup déjà de tout ce qui était les comportements, comment mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres. Bref, donc on était vraiment sur des sujets qui en tout cas avaient du sens pour moi. Donc voilà, donc je me suis entourée de gens comme ça et puis de designers pour mieux comprendre ce qu'ils faisaient, comment ils réfléchissaient, voilà. Et puis c'était très chouette aussi pour moi parce que je m'y retrouvais beaucoup dedans. Donc j'avais comme l'impression, tu sais quand on dit tiens je retourne chez moi, j'avais l'impression de retourner à la maison, dans la manière de penser, de questionner les choses, de faire parfois ce pas de côté aussi là par rapport aux règles, à tout l'univers que j'avais connu avant. C'était en fait, ça a été une bouffée d'oxygène pour moi et c'était presque identitaire ce rapport pour moi en fait au design. Donc moi je l'ai vraiment appréhendé de cette manière-là. Et puis je continuais vraiment ma réflexion à me dire ok, donc qu'est-ce que c'est en fait, comment je peux appréhender les choses, donc je continue à me former à ça. Et puis au début, je voulais vraiment, moi mon objectif c'était de me dire je veux l'appliquer vraiment aux ressources humaines. Et puis donc j'avais cette vision-là et puis plus ça allait et puis plus je me disais non en fait, je veux pas que ce soit que pour les RH. Je veux que ce soit quelque chose de plus global en fait, parce que finalement le design c'est bien quand finalement le design pour moi c'est quelque chose d'hyper collaboratif, c'est pas que pour les RH, c'est pour tout le monde et ça permet vraiment de mettre en place un langage commun pour tout le monde et pour tous les métiers. Donc j'ai vraiment élargi, tu vois, ma vision en fait au fur et à mesure sur quelque chose de plus global et d'une pensée un peu plus systémique. Ouais. Donc ça a vraiment été mon cheminement. Et ça c'est pas simple à faire quand on a vécu toute sa vie dans un type de métier, dans une organisation bien spécifique ou dans un secteur qui est les RH là, donc de sortir de ça. Et en fait, je pense que tu as tout dit. Le fait de voir le design de façon systémique et pas uniquement focus sur le secteur le type de métier que tu connais. Je pense que ça fait vraiment la différence. Et à la fois, j'ai envie de dire, les RH sont tellement de façon transverse dans toute l'entreprise. Tout à fait. Que ça fait sens et que souvent les RH, c'est des gens qui travaillent avec un peu tout le monde dans l'entreprise. Et donc, je pense que tu as dû voir, je pense que c'est là qu'est née un peu l'idée de se dire, mais au final, c'est peut-être pas les RH qu'il faut que j'accompagne, c'est peut-être les managers, c'est peut-être les organisations à mieux s'organiser grâce aux méthodologies de design. C'est des choses qui existaient déjà. Hein. Tu me disais, il y a des livres autour de ça. Donc, je crois qu'il y a un livre important qui a mené à cette réflexion-là. Est-ce que justement, tu peux peut-être présenter un peu là, ta vision de cette formation? Quelle est cette formation? Peut-être que les gens qui nous écoutent pourront la suivre. Oui, tout à fait. Alors Paul, tu vois, avant de la présenter, toi tu parlais justement d'un livre. Désolé, je fonce moi. Tu me parlais d'un livre. Ouais. T'as raison, hein. Bien sûr. Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est des personnes qui ont été importantes à un moment donné, tu vois, aussi sur ce cheminement-là, et qui ont fait que j'ai pu avoir aussi cette vision de comment je voulais le faire et avec qui. Et la première, donc je repars de ça, c'est important. Une fois, moi, j'ai entendu en fait la keynote de Dominique Siama, tu sais, qui est l'ancien directeur de CY, l'école. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Je me souviens, cette keynote, ça a été pareil. Ça m'a apporté quelque chose d'incroyable. Et il parlait beaucoup justement du fait qu'il fallait arrêter de séparer les choses. Il fallait arrêter de séparer les gens. Il fallait arrêter de séparer les idées.
qu'il reprenait en fait vraiment l'origine. Moi, ça m'a marqué parce que voilà, par rapport à mon background, des choses comme ça a été vraiment déterminant et il reparlait vraiment de l'origine en fait du design et du fait qu'en fait, justement, avant Descartes, il y a eu toute cette période, notamment avec Léonard de Vinci, où les choses n'étaient pas séparées, où en fait ceux qui construisaient les cathédrales et ceux qui les décoraient étaient les mêmes personnes, que l'ingénieur était la même personne que l'artiste en fait, tu vois, que le designer, et que rien n'était séparé. Et qu'à partir du moment en fait où on a eu Descartes et toute cette pensée justement linéaire, qui par séquence et qui séparait les choses avec les lignes d'assemblage, etc. C'est à partir de ce moment-là aussi que on a eu ces séparations et beaucoup en lien avec le type de pensée aussi. Et moi, ça a été quelque chose de déterminant parce que tu parlais beaucoup aussi de la pensée design et pour moi, c'est vraiment, oui, au-delà de la méthode. Moi, la méthode en fait que j'ai apprise, mais sur laquelle je suis pas non plus spécialisée, c'est vraiment moi la partie compétence du design et la partie mindset et état d'esprit et pensée. Et ça a été déterminant pour moi pour comprendre vraiment justement que à l'origine, le design, c'est justement ça, réunir tout le monde et retrouver une pensée complexe, justement différente de la pensée linéaire qu'on a tous l'habitude d'avoir et en fait qu'on nous a appris à l'école, dans la manière de réfléchir les choses. Quand on nous pose une question, on s'attend à avoir une seule et bonne réponse et on ne questionne pas la question. Et ça vraiment, enfin, je me souviens, cette keynote avait été décisive pour moi en fait dans ma vision et dans la manière dont je me suis dit, ok, en fait, j'aimerais bien, voilà, moi le design, les compétences, je veux développer les compétences des designers, je veux les aider aussi à prendre conscience du fait que leurs compétences servent à réunir tout le monde. Et ça a vraiment été important pour moi. Une ponctuation pour t'informer que Design Club peut t'accompagner dans le recrutement de ton équipe design ou research. Nous saurons te trouver la perle rare en freelance ou en CDI. Enfin, si tu galères à mettre en place une recherche utilisateur multi-pays, sache que grâce à nos user researchers locaux qualifiés et un peu partout dans le monde, on saura le faire en quelques jours. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global. Merci de ton attention et bonne écoute. Et donc aujourd'hui, est-ce que justement tu peux nous présenter l'idée de cette formation, comment tu la projettes, comment tu la vois Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as préparé? Eh ben, cette formation, elle a suivi mon parcours, en fait. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai rencontré l'équipe de la formation continue à l'école de design de Nantes, je venais pour un jury. Alors déjà, je m'étais dit, je me souviens, waouh, mais ça c'est dingue en fait, parce que j'étais dans un jury avec des professionnels, des designers en fait professionnels, et c'était la première fois que j'assistais en fait à un jury de designers qui sortaient de leurs 5 années de master et au déjeuner, en fait, je discutais avec quelques personnes de la formation continue et je parlais justement de ma vision, du design, des RH, voilà, de comment je voulais mixer les deux. À ce moment-là, c'était il y a 3 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et justement, il m'avait dit, il me parlait du fait qu'ils avaient déjà lancé une formation en design RH. Et il s'avère que la personne qui devait présenter cette formation 15 jours ou 3 semaines avant est tombée malade. Donc ils m'ont appelé. Donc en fait, ça a commencé comme ça, mon histoire avec l'école de design de Nantes. Et donc j'ai pris le relais sur cette formation. Et au début, cette formation, finalement, elle était construite avec ma vision que j'avais aussi il y a 2-3 ans. Donc, voilà, on fait rentrer le design aussi par l'apport des RH, parce que le design, c'est stratégique, et parce que les RH le sont aussi, et qu'on va essayer de faire collaborer les gens un petit peu plus comme ça, de cette manière-là. Donc, l'approche, elle était vraiment comme ça. Et puis, la formation et le contenu de formation, il a évolué en même temps que moi. Et notamment, ce qui a été aussi décisif, ça a été ma rencontre avec Brigitte Borja de Mozota,
qui faisait partie en fait de l'école, pas de l'école, mais de l'association Women in Design. Et je l'ai rencontrée comme ça. Et je l'ai rencontrée comme ça, et tout de suite, en fait, on a bien discuté ensemble, parce que, bah voilà, voilà, avec toutes ses recherches, en fait, en design management et en sciences du design, et tout ce qu'elle apporte, en fait, depuis 40 ans, justement, à la profession à ce niveau-là. C'était hyper intéressant, bah, pour moi, à ce moment-là, de pouvoir échanger avec elle sur, bah, OK, comment on fait se rassembler les sciences de gestion et les sciences de la conception. Donc on s'est vraiment retrouvés sur ce terrain-là toutes les deux, et on a beaucoup parlé, et elle m'a beaucoup aidé justement à comprendre ce qu'était le design. Et je me souviens que c'était compliqué des fois pour moi, je passais des journées entières très difficiles à me poser la question, mais qu'est-ce que l'artefact vraiment? Mais moi, avec en fait ma vision RH et mon background à moi, ça a été vraiment hyper enrichissant, et bref. Et en fait, ma vision, elle a continué à se construire comme ça, c'est-à-dire que, comme je te le disais tout à l'heure, à devenir quelque chose de beaucoup plus global et de beaucoup plus systémique, et de me dire, bah en fait, la formation, ça peut être aussi bien qu'on s'appuie vraiment justement sur la recherche, sur les sciences en fait du design, sur la théorie des organisations, et qu'on voit comment en fait les deux s'imbriquent l'un et l'autre, et voilà, et de quelle manière en fait on peut montrer toute la plus-value du design aux designers qui n'en ont pas encore vraiment conscience, et aux non-designers, et leur montrer de quelle manière en fait bah, on peut utiliser le design dans les organisations pour que tout le monde collabore, et pour que tout le monde justement bah, soit embarqué autour de la même vision commune, parce que finalement c'est ça. Et voilà, c'est le design, c'est comment en fait on va créer une image mentale à partir d'une vision, et faire en sorte que tout le monde ait la même image dans la tête, et que tout le monde embarque et parte dans la même direction. Et justement, toi, dans cette formation, tu reprends les bases de la pensée design, à savoir justement, bien définir le problème, faire de la recherche utilisateur, animer des ateliers, réfléchir à des solutions, ou est-ce que c'est autre, enfin, comment le quotidien, enfin comment ça démarre, c'est quoi le plan du truc? Alors tu vas pas tout nous dire, il faut quand même qu'on garde un petit peu de secret pour les gens qui nous écoutent, mais tu vois un peu l'idée, est-ce que tu repars d'un truc vraiment empirique, et j'imagine que oui, et ensuite est-ce que tu y ajoutes des ateliers, enfin explique-nous un petit peu ce qu'il y a dedans. Oui. Alors, l'objectif de cette formation, c'est pas d'apprendre, ou en tout cas de transmettre juste la méthode, tu vois. On n'est pas sur une formation en design thinking, pas du tout, et voilà, c'est pas du tout ce qu'on voulait, et c'est pas du tout ma vision en tout cas. Donc, on n'est pas du tout là-dessus. Donc, on est vraiment plus sur cette notion. Après, je vais être un peu plus précise, de design leadership. Ouais. Et ça revient toujours, tu vois, à cette vision que j'ai aussi depuis le début. Mais en fait, c'est quoi le design leadership? C'est quoi les compétences en fait spécifiques du designer? C'est quoi bah, cette façon de penser complexe? C'est quoi cette pensée complexe en fait? Voilà, en quoi ça consiste déjà? Et puis c'est vraiment voilà, se dire ok, le design leadership, bah qu'est-ce que c'est? De quelle manière en fait ça transforme des interactions? Ça permet de faire le lien en fait entre les différents métiers. Ça permet aussi d'inspirer. Ça permet de créer une vision, de transmettre une vision grâce aux compétences design et grâce à ce mode de pensée design. Voilà, donc déjà, on parle vraiment de ça, de cette notion en fait de design leadership, pour montrer justement à quel point le design il va influencer tous les niveaux d'une organisation, que ce soit la stratégie, que ce soit les processus, que ce soit la partie financière, autant que la partie produit, et pour finalement en arriver à la mission. Donc, c'est vraiment ok, comment le design nous permet de faire le lien entre la vision et la mission
dans une organisation. Bien au-delà de faire le lien entre les gens, c'est vraiment ça. Et comment, en fait, avec cette pensée design, avec ces compétences-là, on va être en mesure de pouvoir comprendre les liens, en fait, la systémie, les dynamiques, en fait, dans les équipes, de voir ce qui est visible, ce qui est invisible aussi, donc les interactions, les signaux faibles, etc. Donc globalement, on a vraiment voulu partir sur quelque chose qui était beaucoup plus voilà, aligné sur cette vision-là. Et sur la recherche, du coup, des sciences du design de Brigitte Borjan-Mozota aussi, et de partir aussi de ces frameworks-là, en fait, pour construire la formation. Ok. Et, euh, et donc ça, aujourd'hui, cette formation, elle est destinée à qui? Qui va se retrouver dans cette formation? Et j'allais dire, qui et quels problèmes ils veulent résoudre? Tu vois un petit peu Ouais, l'idée? tout à fait. Alors, donc cette formation, elle est vraiment pour les designers. Donc tout ce qui, les head of design, voilà, tous ceux qui managent en fait des équipes de design. Et ça, c'est important. C'est hyper important. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Je fais une parenthèse là-dessus, que y ait des designers, donc head of design, dans cette formation-là, parce que c'est aussi les personnes à qui je m'adresse. Parce que je trouve que ce serait quand même vachement compliqué sinon d'essayer de montrer en fait ce fameux pouvoir et cette influence en fait du design dans les organisations sans que ce soit soutenu par eux. Et c'est hyper important pour moi d'avoir aussi ce public-là. Et puis en ce qui concerne on va dire toutes les personnes qui sont pas formées au design, ça va être toutes les personnes qui ont des postes de management. Donc ça peut être directeur marketing, ça peut être bien sûr les RH, bien évidemment. Voilà, tous ceux qui ont des fonctions en fait de management et tous ceux qui ont besoin à un moment donné de pouvoir en fait aligner différents métiers dans les projets, dans la gestion des projets, autour d'une même vision partagée. Et qui aimeraient bien savoir comment faire, qui ont des difficultés à le faire, qui ont des difficultés à transmettre cette vision-là et à pouvoir embarquer des gens autour d'un projet. Voilà, que ce soit des gens donc de différents métiers, que ce soit des gens de différentes cultures, peu importe, et de leur montrer de quelle manière le design peut les aider en fait à faire ça. C'est vraiment aussi un des objectifs de la formation. Et il y a aussi des profils qui sont non designers qui peuvent y participer. C'est ça? Il faut qu'ils aient je sais pas, un peu un background un peu dans le design ou pas du tout, Pas du tout. où tu peux être, je sais pas, dire directeur financier Oui, et tout venir. à fait. Ouais, tu peux être directeur financier et venir. Non, pas besoin de... Non, non, pas besoin. C'est justement la force de cette formation-là aussi. C'est de pouvoir montrer à quel point, en fait, le design peut être, en tout cas en termes de façon de voir les choses, de regard, de perspective et de compétences, peut être transférable à d'autres métiers. Voilà. Et là, je vais préciser aussi une chose qui est hyper importante, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai un designer qui m'a un peu interpellée là-dessus et qui m'a dit une chose hyper importante, hyper intéressante que je partage là, qui m'a dit, mais Catel, t'as pas peur en fait en faisant ça, que les designers sont un peu réfractaires et se disent, ah là la mince, on n'a pas envie en fait qu'on nous vole notre métier et on n'a pas envie que nos compétences puissent être transférables aux autres. Parce que quand même, ça reste quelque chose qui est hyper spécifique pour nous. C'est un excellent débat que tu C'est ouvres un là. excellent débat, non? Je l'ai vraiment remercié. Je lui ai dit, mais merci. Merci de mettre le focus là-dessus. C'est hyper intéressant. Et, et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je soulève ce point-là. Et alors, c'est quoi la réponse? Non. C'est non la réponse. C'est que non, pas du tout. C'est pas du tout la démarche. Et en fait, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que quand tu es designer, moi en plus, je pars vraiment du principe qu'on ne devient pas designer, on est depuis la naissance designer. Voilà, tu vois, moi je pars vraiment de ça. Ok. Donc en fait, non. En fait, l'idée, c'est pas de faire en sorte que tout le monde devienne designer. Non. C'est de se dire que, ok, nous, en tant que designer,
on a ce pouvoir-là, en fait. D'aider, en plus, moi, mon objectif, c'est vraiment d'aider les designers à leur montrer encore plus l'influence qu'ils peuvent avoir. Pas juste un impact sur des chiffres, mais une influence dans leur façon d'être, dans leur façon de voir les choses, dans le regard qu'ils portent, en fait, par rapport aux choses. Et de leur, déjà, de leur faire prendre conscience, en fait, de ce pouvoir-là et de leur dire, bah, ok, en fait, vous avez cette influence qui est absolument bah, dingue et hyper importante. Maintenant, juste avec générosité peut-être, de quelle manière vous allez pouvoir faire en sorte bah, que le design puisse être aussi bah, utilisé par d'autres dans de la gestion de projet, dans du pilotage de projet, mais sans jamais devenir vous, en fait. Voilà, juste vous serez en support. Ça permet de montrer aussi le design, bah, de quelle manière, en fait, il peut aider les choses dans la perception, dans le fait de développer une intuition et voilà, une émotion aux choses différentes, mais sans jamais, en fait, prendre votre place. Oui, et J'espère que puis j'ai été claire. c'est comme, Ouais, ouais, bien sûr. Et puis bah c'est oui, comme si tu disais à quelqu'un qui va apprendre à conduire, qui va devenir être pilote de Formule 1, et que tous les pilotes de on est Formule 1 d'accord, se disaient, ah mince, c'est un ça, futur, euh, un futur pilote qui va prendre ma place. c'est ça. Ouais, non, c'est très important, je pense, De de le le dire. redire. En plus, ce qui est drôle, c'est que tous les deux, étant donné qu'on découvre le design, Bah ça fait oui, pas. On a justement cette capacité et ce respect pour ce métier pour se mm, dire, mais justement, on sait qu'il y a des gens qui sont super doués là-dedans, et à la fois, mm, on sait que des gens un peu, je veux dire, les autres personnes de l'entreprise mm, que nous, on peut représenter, toi, côté RH, moi, côté commerce, mm. alors, au final, c'est aussi une méthode qu'on peut sur lesquelles on peut se dire, mais en fait, c'est une méthode qui est hyper intéressante et qu'on a besoin d'utiliser pour nos projets à nous aussi, en fait. C'est Ouais, une c'est pensée, ça. c'est une pensée, c'est une vision, c'est une Mm, façon de faire qui peut être programmable dans énormément de mm. secteurs et dans énormément de types de métiers. Ouais, Donc, tout à fait. T'as donc raison, Paul. Et puis c'est vrai ouais, que j'ai un énorme respect en fait pour cette discipline. bien sûr. Et c'est pour ça aussi que je c'est vrai que dans mon parcours, les choses ont été faites comme ça. J'ai Ouais. rencontré pas mal de personnes bah, dans le monde de la recherche et de l'enseignement et parce que finalement bah, j'évolue plus dans ce monde-là, encore plus dans ce monde-là que celui de l'entreprise. Mhm. Et c'est vrai que oui, j'ai un énorme respect pour cette discipline et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé important de m'appuyer sur des gens bah, qui ont fait des recherches et qui ont mené des recherches sur ces sciences-là depuis tellement longtemps et d'essayer de me les approprier et de voilà voilà de me baser là-dessus. Et je vais te dire encore plus, c'est-à-dire que quand j'ai pu travailler sur des projets, ça c'était au début, vraiment Ouais. des projets très RH en fait, que ce soit quels que soient les sujets. Je me souviens, j'avais travaillé sur un projet sur une thématique dans l'intergénérationnel en fait dans une entreprise québécoise et et voilà, donc j'avais travaillé sur sur toute la partie en fait de recherche en amont. Donc c'était beaucoup plus du design thinking, tu vois, à cette période-là, donc très façon méthodo, quand même beaucoup très axé compétences déjà, tu vois, mais c'était vraiment mes débuts. Mais Mhm. à la fin, je me souviens sur la conception en fait finale de l'objet, c'était un musée virtuel. Et ben en fait, j'ai pas travaillé toute seule, j'ai travaillé avec un designer. Bah parce qu'en fait moi, je sais pas faire ça. Je sais Mhm. pas concevoir en fait. Tu vois, je sais pas concevoir l'objet. Voilà, c'est des compétences que j'ai pas. Donc je travaille avec le designer. Et voilà, et je me suis toujours dit, j'espère que par cet exemple-là, moi, de la manière dont je travaille avec eux, bah, ça pourra aussi ouais, ça peut être aussi être un modèle et une manière de montrer que, bah, en fait, voilà, je prends pas leur place et je reste dans cette vision de tous travailler tous ensemble. Et surtout, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ouais, qui sont hyper intéressés par ça, et au final, quand tu leur ouvres un tout petit peu les yeux, moi, Ouais, ça a duré un jour et demi, hein, pour m'ouvrir les yeux sur la recherche, quand j'ai découvert la recherche utilisateur, qu'il fallait poser la question aux gens. c'est ça. En fait, juste ça, tu te dis, ah mais oui, mais c'est vrai qu'on l'a jamais fait, on en a jamais parlé, etc. Et en fait, tout de suite,
On ouvre des chakras très rapidement et après, Mm. on commence à comprendre qu'en fait, c'est systémique, c'est partout autour de nous. Mm. Et que donc, juste déjà en ouvrant ces deux, trois petites portes mentales auprès des gens qui découvrent le design, c'est demain faire le métier du designer sera encore plus facilité, on pourra aller encore beaucoup plus loin, on aura Mm. beaucoup plus de budget. C'est ça l'objectif. Ouais, c'est ça. C'est ça l'objectif. Et puis c'est vrai que quand je reviens sur cette notion de design leadership, qui pour moi est hyper importante, tu vois, à l'ère de l'IA et de tout ça, il y a quelque chose qu'on pourra jamais enlever aux designers, c'est quand même ces human skills en fait. Et ces compétences que j'aime bien appeler aussi les compétences socio-émotionnelles, tout ce qui va être autour de l'empathie, de l'intuition, de cette perception à l'autre, de cette, enfin, et je trouve que voilà, faut le mettre en avant et c'est hyper important. Eh ben, trop bien. Ouais, je vois concrètement ce que c'est et en fait, je me dis que c'est le genre de formation Mm. dont on a besoin. Il faut que le design, la pensée design aille vraiment partout dans l'entreprise et c'est comme ça que, entre guillemets, on gagnera. On Mm. gagnera en visibilité, Mm. le fait d'être beaucoup En plus collaboration. en Mm. collaboration, en respect aussi, parce que tu sais, Ouais. j'en vois plein, le designer, c'est le mec qui met un coup de pinceau à la fin, là. Et en fait, ça, c'est pas du tout le cas. Il faut le défendre. Et Mm. aussi, que le designer, après, c'est simple, parler de grandes sociétés type Apple, etc. Mais c'est grâce à des designers qu'aujourd'hui, Apple, Ouais. et après, grâce à plein de gens, mais grâce à ça, ils ont fait la différence sur leur vision produit, à la fois physique, à la fois digitale, sur les petits détails qui font toute la différence dans l'expérience utilisateur de la boutique, du site internet, voilà, quand tu l'utilises, quand quand tu le jettes, etc. Bref. Donc, Mm. donc en fait, si on arrive tous à ce que les sociétés arrivent à être des petits Apple dans leur vision design, chacune, on sera bien là. Ouais, je suis On sera au d'accord. top. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis c'est vrai que avant déjà, même avant, tu vois, d'arriver Ah, cette à cette, utopie. non, pas du tout, Ah, à cette si, je pense. place. Ouais. Déjà, non, mais déjà ouais, voilà, je trouve que c'est important. Tout à l'heure, beaucoup, je parlais d'influence. Et je parlais à des designers et des head of design ces derniers mois. Il y en a un particulièrement, il se reconnaîtra s'il écoute le podcast, qui tout le temps me disait, mais tu comprends, Catel, moi je ne veux pas parler d'impact, je veux parler d'influence. Parce que l'influence, c'est déjà l'influence qu'on a vis-à-vis des parties prenantes dans les projets. Et c'est ça, il me disait déjà, le designer, avant même de devoir comprendre et avoir de l'empathie pour son client final, c'est déjà vachement bien qu'il ait de l'empathie pour les gens avec qui il travaille et qui l'entourent, et que voilà, et qu'il y ait cette compréhension mutuelle en fait, tu vois, dans la gestion des projets. Et voilà, et il appelle ça, s'il écoute vraiment, je lui fais une petite dédicace, l'UX dans l'UX. Cette capacité en fait, déjà de cette capacité finalement d'influence qui va venir du fait que les autres, en voyant que en tant que designer, on a confiance en nous, on a confiance en cette capacité d'embarquer autour d'une vision commune, de provoquer de l'émotion, tu vois, dans la tête des gens, d'avoir cette vision prospective, etc. De se dire waouh, on aimerait bien être comme eux et c'est quoi cette pensée-là, ce mode de pensée, enfin ouais, c'est ça aussi l'influence, tu vois, au-delà d'un impact fort sur de l'impact produit ou autre chose. Mm. Donc, ce que je comprends dans la formation, globalement, c'est que ça peut être intéressant pour des designers pour aller plus loin dans l'influence que peut avoir le design dans les organisations. Et ça a du sens pour ceux qui ne sont pas designers pour justement comprendre l'arrivée de cette influence, comprendre ce qu'on peut y faire euh, et ouvrir des portes du champ des possibilités qu'offre le design. Ouais, À exactement. Tout à fait. Et l'intérêt de la formation, c'est vraiment donc de reprendre
de montrer en fait comment les sciences du design viennent enrichir le management, viennent enrichir le leadership d'influence. Et comment en fait on intègre le design dans des méthodes en fait de gestion de projet, de management, et on va beaucoup s'appuyer. Enfin, je vais beaucoup aussi les faire pratiquer. Tu vois, par exemple, on va faire un blueprint organisationnel dans la formation. Je vais pas tout dévoiler non plus, mais on va travailler avec un outil issu de la recherche pour montrer l'influence en fait du design sur tous les niveaux de l'organisation et l'influence des compétences design. Et donc voilà, c'est vraiment ça, en effet, le cœur de cette formation-là, qui repartent aussi. C'est pas une formation juste comme ça pour faire beau. Il faut que ce soit au-delà d'être appliqué, il faut qu'elle soit applicable, en fait. Tu vois, vraiment, c'est important. Ouais, c'est clair. Et donc, c'est une formation que tu vas faire en France bientôt, mais aussi, si j'ai bien compris, tu vas aussi pouvoir la faire à l'étranger, c'est ça? Alors, c'est pas C'est peut-être exactement une la autre même formation. formation. Pardon, Ouais, ouais. mais oui, en effet. Écoute, c'est vrai. En fait, je vais donc toujours. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, en fait, l'école de design de Nantes, elle a donc tu sais, elle a des studios un peu partout. Donc un Mhm. studio au Brésil, un studio, voilà, un petit peu dans plusieurs pays dans le monde. Et il s'avère que depuis, voilà, depuis quelques temps, depuis quelques années, ça reste quand même assez récent. Elle a été choisie en fait par une des universités en Chine, qui est la China Academy of Art, qui est à Hangzhou, pour créer le premier institut de design sino-français. Ok. Et cet institut-là de design, en fait, il est vraiment là pour favoriser les échanges culturels et académiques entre les deux pays en termes de design, en termes de discipline, sur la discipline design. Et en effet, moi, je vais me déplacer là-bas, donc au sein de cet institut-là à Hangzhou, pour animer un workshop Mhm. interculturel en design, donc avec des étudiants chinois et des étudiants français qui sont là-bas pour faire leurs dernières années de master là-bas en Chine, donc avec le Ouais. studio Chine. Et je vais aussi donner des cours en sociologie. Et mes cours en sociologie, ça va reprendre aussi ma vision design. Donc, je vais parler du design leadership, des compétences, voilà, de comment en fait on a de l'influence en tant que designer dans une organisation. Et ça, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est de l'enseignement aux designers qui sont pas encore dans les entreprises. Et il faut partir de la base. Et tu sais Bien toi sûr. mieux que quiconque. Mhm. Voilà, de repartir de la base de l'enseignement pour les futurs designers qui vont arriver après sur le marché. Eh ben, écoute, Quintel, merci hein, de faire tout ça. C'est des, c'est plein d'actions qui peut-être sont euh, petites à l'échelle du design, de l'histoire, etc. Mais au moins, Bah oui, on fait au moins des, on fait des voilà, petits ruisseaux on qui fait vont des peut-être petits pas. faire des grandes rivières plus tard et qui bientôt. Donc c'est super. C'est comme à l'image de ce podcast. Écoute, Exactement, Paul. Je suis d'accord avec toi. on verra bien où ça nous mène. Mais en tout Le cas, plus important, c'est d'y croire c'est ça. et voilà, d'avoir Et, confiance en ça. Mm. et toi, ça te mène jusqu'en Chine, tu vois, sur plein de trucs. Donc c'est assez fou c'est assez fou comme histoire. Une dernière ponctuation pour t'informer que toi aussi, en tant que designer ou researcher, tu peux devenir membre du Design Club pour accélérer ta carrière et avoir accès à des opportunités uniques. Tu peux en savoir plus sur notre site designclub.global et via les liens en description de l'épisode. Merci de ton attention et bonne écoute. Eh ben écoute, Ouais. Catel, merci beaucoup pour euh, euh, pour ce moment dans le podcast. C'était super intéressant euh, et maintenant on arrive sur la fin de celui-ci. Et j'aime bien finir par trois grandes questions. Euh, la première, c'est toi, est-ce que tu as une source d'information, un livre, euh, je sais pas, si tu vas discuter avec des gens, etc., LinkedIn, parfois, un lien médium, un lien autre à nous recommander
pour que on puisse suivre ces informations-là et être moins bête qu'hier. Oui, je vais. Alors, ça reste évidemment très en lien avec le design, mais ce que je fais beaucoup en fait, c'est de lire des choses. Des fois, on pourrait penser que ça n'a absolument aucun lien, mais Ouais. mais ça en a. Moi, je recommanderais par exemple deux titres de livres que j'ai adoré et qui sont justement sur cette notion de lien avec les autres, de lien avec le monde, avec notre environnement. Donc sur cette notion très systémique en fait, et cette notion d'équilibre. Tu vois, d'équilibre et d'homéostasie en fait dans les liens et dans notre rapport aux choses. Et ça, c'est du design en fait. Et voilà, ça rejoint beaucoup ça. En fait, le premier, il s'appelle Ce que les peuples racines ont à nous dire. C'est un livre de l'ethnologue Frederica Van Ingen et qui interroge beaucoup cette notion d'équilibre en fait et de déséquilibre dans nos liens aux autres, mais aussi à la terre, au monde, à l'environnement, et pour restaurer nos propres équilibres. Donc ça interroge beaucoup la notion au corps et à la pensée. Et ça, ça je recommande vivement. Ça m'inspire beaucoup, même quand je monte des formations ou des cours. C'est quelque chose dont je m'inspire beaucoup aussi. Ce rapport au lien et à l'équilibre. Donc Ouais. j'ai ça. Ok. Et puis j'en ai un autre vraiment vraiment pareil en source d'information. Il s'appelle Ouvrir une voie d'Emmanuel Faber. C'est l'ancien PDG de Danone. Et là, pareil, dans son livre, il interroge en fait la notion d'engagement avec soi-même et avec les autres. Et ça, c'est des notions fondamentales, je trouve, aussi, dans nos métiers. Donc, je recommande vivement. Ouais, dans le management aussi, Bah, c'est ça. c'est souvent Beaucoup. à ça que un C'est ça. manager, il est testé, hein. C'est C'est pas ça. capacité à s'engager, à, Ouais. à dire ce qu'on va faire et à faire ce qu'on Ouais. dit. C'est tout. Mais c'est ça, Paul, et ça revient vraiment à tout ce qu'on a dit pendant ce podcast. C'est déjà se regarder aussi soi. C'est-à-dire cette capacité à s'engager aux autres, elle vient aussi de cette capacité à s'engager vis-à-vis de soi-même. De quelle manière déjà on s'engage vis-à-vis de soi-même avant de s'engager dans les relations aux autres. Et ça part de là, donc c'est important. C'est vrai que souvent, j'allais dire, faut un peu se soigner soi-même avant de vouloir soigner les autres. Alors ça, Ah, ouais. c'est et souvent, c'est souvent ceux qui sont le moins soignés qui veulent soigner les autres. Mais Ouais, ce rapport à soi et ce rapport ouais, aux ouais, ouais. autres. Et C'est vrai ouais. que le fond, donc non, mais c'est hyper important en tout cas de se connaître pour Mm. être enfin pour être dans le management, etc. Ouais. On en parlait aussi après. Le management, c'est vraiment pas simple. Vraiment accepter que ce soit complexe et aussi il faut accepter qu'on sait pas tout de suite et que l'expérience et c'est quand même Ouais, c'est vrai. ultra Mais tu vois, c'est ce important. que le design aussi apporte dans cette notion de management, c'est-à-dire que ouais, voilà, de quelle manière en fait on est biaisé dans la façon dans nos perspectives, dans le rapport tu vois, au projet, et en fait, voilà, Ouais, qu'est-ce mais qui va biaiser une perception, qu'est-ce qui va biaiser en fait une façon de ressentir les choses, c'est c'est ça, clair. Déjà avoir le recul sur ce que c'est qu'un biais, c'est ça. savoir accepter qu'on est biaisé, savoir Mm. accepter que les autres sont biaisés et comment Ouais, modifier ça. C'est vrai que je fais beaucoup moi, de parallèles avec ce que j'ai vécu avant et c'était des questions que je me posais même pas. Après, c'était parce que voilà, j'ai une période de ma vie où je sais pas, j'étais pas ouvert sur ça. Mais en Mm. tout cas, c'est ce que le design m'a donné. Apporter. Mm. Et alors, les deux dernières questions les plus complexes de ce podcast. Tac. Est-ce que tu as un film et un album de musique à nous recommander? Et un seul. Alors le film, donc c'est un petit truc en plus. Si tu l'as pas vu, je te le recommande. Ouais, C'est en effet. voilà, c'est juste le titre de film qui me vient parce que ces derniers temps, enfin je crois sur toutes ces dernières années, c'est vraiment le film qui m'a fait tellement rire et pleurer en fait à la fois. Euh, voilà, donc je recommande sur les vulnérabilités, sur le rapport aux autres, sur
sur le non-jugement, voilà, sur la vie, quoi. Je te le recommande. Ouais, très clair. Et un album de musique? Écoute, je vais pas chercher très loin, j'adore Coldplay, donc je vais citer Coldplay. Voilà. Yes. Ok. Tout simplement. C'est du sur. Ouais, mais alors attends, Coldplay, attends. C'est pas ça la question que j'ai posée. Ah, Elle est un album. Donc un album de Coldplay? ouais. D'accord. Et on La dira pas, colle. et on laisse aux gens deviner lequel album, le titre de l'album. Mais en tout cas, on imagine la vibe et c'est super. Merci, merci Catel. Merci pour Voilà. ce moment, comme on avait dit un ancien président. Mais c'était super. Moi, j'espère vraiment que la formation va rendre tout ce qu'on attend. Et puis que ton aventure avec l'école de design de Nantes continue et encore plus loin. Et voilà, on te souhaite que du positif pour la suite. Merci Paul, et merci de m'avoir invité à ton podcast. Voilà. Je t'en prie, c'était un C'est vrai une belle plaisir. expérience. Ouais, et puis vraiment, moi, l'objectif, c'est qu'aussi qu'il y ait d'autres gens qui sont pas du design découvrent ce podcast, qui découvrent aussi le design et qu'on puisse leur dire que ça existe aussi pour eux et qu'ils ont le droit aussi d'avoir cette pensée-là qui arrive chez eux. Ouais, c'est l'objectif. C'est ça. Allez, merci à toi, Catel. Je te souhaite T'en prie. une belle journée et à bientôt. Merci Paul, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. L'expérience à vos côtés est incroyable et je vous en remercie chaleureusement. Si tu veux aller plus loin, je te laisse m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de pouvoir débriefer avec toi des épisodes. Allez, le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié le moment et on se revoit très très vite.